Avant d'attaquer sur la social-démocratie, on va commencer par une chronique. Donc maintenant dans Capital, au début de chaque émission, on fait une petite chronique qui parle d'un sujet complètement différent. Et aujourd'hui, on accueille Tom, qui arrive sur le plateau. Salut Tom. Salut. Salut, comment ça va ? Mais tout bien, content d'être ici. Nous aussi, on est content que tu sois là. Et donc, tu es là pour nous parler d'un sujet important qui est qu'à Neuchâtel, il y a une initiative en faveur des droits à l'apprentissage qui se lance. Et tu viens nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette histoire et pourquoi est-ce que c'est important. Oui, je viens vous parler du travail des enfants, en gros. Ah ouais. Donc, pour ceux qui ont des actions chez Glencore, ça doit paraître familier. Mais par là, j'entends le système de l'apprentissage et qui est plus connu sous le nom de formation professionnelle initiale aussi. Donc, au terme desquels on a soit un AFP, soit un CFC. Et c'est quand même une part importante parce que selon une étude de l'OFS sur l'année 2023-2024, 58% des jeunes en scolarité post-obligatoire faisaient une formation professionnelle initiale. Donc, personnellement, moi, j'ai fait un CFC. Pour moi, ça s'est bien passé parce que j'ai eu la chance d'avoir un formateur qui n'était pas mon patron, qui n'était pas bourgeois. Et surtout, j'avais 19 ans en commençant mon apprentissage, ce qui fait que j'étais plus à même de faire respecter mes droits et de me défendre par moi-même. Donc, beaucoup d'apprentis sont loin d'avoir eu ma chance, parce que le système d'apprentissage, c'est surtout un système de collaboration entre l'État et la bourgeoisie, qui est biaisé parce que le but, c'est vraiment d'amputer la conscience de classe des nouveaux prolétaires dès leur adolescence, et de normaliser jusqu'aux points les plus sadiques de leur exploitation. Mais déjà, comment ça marche l'apprentissage ? C'est quand on finit l'école obligatoire, on a 15-16 ans, et là, on doit aller par nous-mêmes faire des demandes d'emploi au patron, comme un adulte qui cherche de l'emploi. Et donc, après quelques refus, peut-être parce qu'on n'a pas assez d'expérience, j'imagine, on commence à travailler 9 heures par jour, 3 jours par semaine, et 2 jours à l'école où on a des cours théoriques sur notre métier, un petit peu d'éducation civique et du français. Donc on a aussi, merci patron, droit à 5 semaines de vacances par année. Quand on a moins de 20 ans, après 20 ans ça passe à 4. Et donc ça veut dire que même pendant les vacances scolaires, on part faire nos 42-45 heures par semaine en entreprise. C'est une dinguerie. Donc ça a 15 ans quand même. Ouais. Et tu dis ça à un Français, c'est lunaire. Ah, il pète un câble. La bonne excuse pour justifier tout ça, c'est que apparemment les apprentis bénéficieraient de plus de droits et qu'ils seraient mieux encadrés. Alors ça, c'est les beaux discours. C'est marrant ça. Pardon. C'est les beaux discours parce qu'il y a eu une enquête l'année passée de la jeunesse UNIA et aussi en parlant avec des apprentis ou leurs proches, on découvre que ces lois, elles sont finalement autant efficaces que criblées d'exceptions. Et donc, selon cette étude, plus de la moitié des apprentis sont souvent, voire toujours stressés au travail. Les 2/3 se disent épuisés. Et plus de la moitié des apprentis travaillent régulièrement plus de 9 heures par jour, ce qui est illégal pour un mineur. Il y a une mère qui nous a raconté que son fils avait eu un accident au travail tellement il était fatigué. Donc, on voit bien les conséquences. En même temps, à 15 ans, quand tu fais 9 heures par jour... Puis 9 heures par jour, en fait, c'est le maximum déjà légal. Hein. C'est 45 heures par semaine le max, donc ça veut dire 9 heures par jour, c'est déjà le max. Donc si c'est 9 ou plus, c'est quand même déjà qu'ils les foutent, qu'ils vous foutent au travail violent, quoi. Là où je bossais, c'est différent parce que c'est les vendanges, mais on faisait 15 heures par jour pendant les vendanges. Parce que toi, t'es caviste, du coup. Ouais. On faisait 15 heures par jour, 6 jours par semaine. Les vendanges, c'est un bon spot de mort au travail, non Il y a une histoire de 4 morts dans les vendanges en Champagne là récemment. Ouais. Mais d'ailleurs, en parlant d'accidents au travail, il y a une étude de l'OFS en 2020 qui dit que les jeunes de 15 à 24 ans actifs professionnellement, particulièrement les apprentis, ont un risque environ 2 fois plus grand d'avoir un accident que leurs pairs plus âgés. Et à cela, il y a bien sûr des problématiques de harcèlement et de discrimination. Donc, 1/3 se disent concernés par le mobbing.
Il y a des apprentis qui nous ont dit qu'ils avaient la boule au ventre avant d'aller travailler tellement ils recevaient de critiques. Et certains et certaines qui nous ont expliqué qu'en portant la situation au patron, il leur avait répondu que c'est parce qu'ils faisaient pas assez d'efforts au travail et qu'ils s'investissaient pas assez dans leur apprentissage. Mais MDR, pardon, j'ai rien d'autre à dire que ça, mais incroyable quand même. Genre tu t'investis pas assez, c'est pour ça que tu te fais mober, mais genre c'est légitime de mober les gens parce que... C'est être formé par ton patron, quoi. Et donc, aucune mesure prise après coup, c'est leur faute, et ils méritent ce qu'ils reçoivent dans la gueule. Une autre étude du coup de l'OFS en 2023 nous apprend que le taux de résiliation des contrats d'apprentissage était de 24%, que ce soit par décision de l'apprenti ou de l'entreprise, et environ 6% de tous les apprentis sortent du système de formation au moins quelques temps après rupture du contrat. Mais ça, on le voit une fois de plus dans la société capitaliste, le problème il réside pas dans le fait qu'il n'y ait pas de loi théorique et de cadre légal théorique. C'est surtout l'honteuse exploitation des plus faibles, sur qui on fait peser la responsabilité de se représenter eux-mêmes, et la plupart du temps tout seuls. Par exemple, les apprentis, tout le système il repose sur le fait qu'ils doivent eux-mêmes monter au créneau pour dénoncer les exactions patronales dont ils sont victimes. Ce sont des enfants, souvent. Oui, exactement. Donc ça, c'est vraiment une omission claire et nette des rapports de pouvoir et de domination entre un patron qui a 40-50 ans, qui se croit omnipotent dans son entreprise, et un adolescent de 15-16 ans qui sort de l'école secondaire, où pour l'instant, il a juste appris à écouter silencieusement et à faire ce qu'on lui dit de faire sans broncher. Puis même genre dans le salariat, même les adultes qui sont dans le monde du travail, machin, en fait il y a des syndicats pour ça, pour les défendre, parce que c'est difficile, parce qu'on reconnaît que c'est difficile de faire valoir nos propres droits face à notre employeur quand il y a en plus, selon la taille de la boîte et tout, les relations qui peuvent exister. Donc, mais c'est fou que par contre les apprentis, eux, il n'y a pas, enfin évidemment les syndicats sont censés être là aussi, hein, mais enfin il n'y a pas cette... Ouais, il y a cet a priori ils sont censés pouvoir se défendre seuls, quoi. Enfin, c'est... surtout qu'en plus, le monde des entreprises formatrices, il est très petit. Et tous les patrons formateurs, ils se connaissent. Donc, ça peut être très difficile de retrouver une place d'apprentissage après un départ, entre guillemets, houleux. Et donc, face à ces problématiques, il y a quelques actions qui se mettent en place quand même. Par exemple, à Neuchâtel, les jeunes POP, avec quelques autres organisations de gauche et des syndicats, ils ont déposé une initiative en 2023 qui a récolté presque 6000 signatures alors qu'il en fallait que 4000. Donc ça montre quand même l'importance de ce sujet pour les gens qui ont fait des apprentissages, qui ont des enfants en apprentissage, des petits-enfants. Ouais, là-dessus, moi je l'avais fait signer à la Chaux de Fonds. Enfin, je pense qu'on est plusieurs à l'avoir fait. C'était une dinguerie à quel point tout le monde signait, mais les yeux fermés, quoi. Vraiment, tout le monde avait une anecdote. Enfin, c'était extrêmement dire, ouais. Tout le monde avait quelque chose à dire. Et les gens avaient tous des anecdotes sur un gosse qui avait vécu des trucs sales dans l'apprentissage. C'était une dinguerie. Alors que c'est vraiment le sujet qui est passé sous silence en politique. Enfin, personne n'en parle, en fait, alors que t'as plein de gens qui sont concernés et qui ont vécu des expériences par rapport à ça. Enfin, je connais pas un ou une apprentie qui ait pas eu des problèmes avec son patron, quoi. Maintenant, son apprentissage s'est bien passé. Oui, alors maintenant, Comme quoi, l'exception confirme la règle. Hein. Ouais, c'est ça. Mais donc, pour améliorer la protection pendant l'apprentissage, cette initiative demande qu'il y ait des contrôles non annoncés et réguliers qui soient réalisés par une organisation tripartite afin de vérifier que les droits des apprentis soient respectés. Et aussi que le nombre de commissaires des apprentissages, donc c'est des gens qui viennent vérifier que tout se passe bien, ça c'est un truc étatique. Et je sais pas si j'ai dit avant, mais plus de la moitié des apprentis disent ne jamais l'avoir vu, ce commissaire, alors que sa visite est obligatoire chaque année quand même. Mais donc qu'il y en ait plus, que les apprentis aussi soient mieux formés sur leurs droits à l'école, et que les formateurs et formatrices soient sensibilisés, notamment en ce qui concerne le harcèlement. Et c'est quand même un peu le minimum. Oui, d'autant que ces commissaires, on en discutait un peu avant de venir sur le plateau, mais en fait, à force de passer dans les mêmes entreprises, ils finissent par connaître mieux les patrons que les apprentis qui sont censés défendre. Donc à nouveau, moins il y en a, plus les relations, elles sont compliquées à établir. Enfin,
elles sont complexes, on va dire, entre sa relation au commissaire avec l'employeur et avec l'apprenti, quoi. Ah bah, il y a des commissaires, ils vont contrôler une entreprise, puis à la pause de midi, ils vont boire des verres au bistrot avec le patron qui se viennent de contrôler, quoi. Ouais, voilà. et puis même, admettons qu'il soit sérieux, il y a la stat de combien dans le canton de Neuchâtel de personnes sont contrôlées, d'apprentis sont contrôlés par un commissaire, c'est une dinguerie, non? C'est 300-400 apprentis par commissaire. C'est une folie quand il pense. Donc tu dois en faire plus qu'un par jour, quoi. Ouais. Oui, donc en fait, comme tu dis, ils ont beau mettre toute leur bonne volonté, en fait, juste les conditions matérielles font que, évidemment, ils vont plus se relationner avec les employeurs et en plus, ils n'auront pas forcément le temps de tout faire, quoi. Donc, il en faut plus. Mais du coup, en mai de cette année, le Conseil d'État neuchâtelois, composé à ce moment de 3 PLR et de PS, justement, a rendu son rapport. Donc, ils préfèrent faire confiance aux 1300 patrons formateurs plutôt qu'aux 6000 concitoyens et concitoyennes qui sont inquiétés par la situation. Et donc, pour eux, tout va bien. La situation actuelle est suffisante et l'initiative serait même contre-productive. Parce que, un peu avec les mêmes arguments d'habitude, les entreprises vont partir à cause de ce climat de méfiance et, paraît-il, ça coûterait très cher. Donc, il préconise au Parlement de rejeter l'initiative. Et il y a déjà plus d'une dizaine d'organisations patronales qui ont salué de proposer de rejeter ça. Mais ça, maintenant, ce sera au Parlement de décider. Et s'ils refusent, on devrait théoriquement voter dessus. Donc, en fait, cette initiative, elle demande juste de consolider les moyens déjà existants. Donc, elle demande rien de plus. Pas même de salaire minimum ou plus de vacances, ce qui pourrait aussi être bien. Mais donc on parle uniquement de sécuriser ce qui existe déjà, rien d'ajouter de contraignant ou quoi que ce soit. Mais pourtant, cette initiative, elle pose un grand problème à la droite et au patronat. Et ça, pourquoi ? Premièrement, il y a une peur quasiment panique d'un interventionnisme qui viendrait d'en bas, un interventionnisme populaire, dont une vraie mafia patronale qui gangrène tout ce système des apprentis. Parce qu'un truc dont on n'a pas encore parlé, c'est que la quasi-exclusivité des patrons, en fait, c'est eux qui donnent des cours à l'école. Parce que c'est assez logique, qui c'est qui a le temps de préparer des cours sur son temps libre, de perdre une journée de travail pour aller donner 3 heures de cours dans une école qui est souvent dans un autre canton. C'est pas les forçats du 3x8 ou les damnés du salaire minimum. J'aime beaucoup cette formulation. Qui peinent à boucler leur fin de mois, ils peuvent pas se permettre de perdre une journée de boulot pour aller donner des cours. Sur le modèle soigneusement conçu où il n'y a pas de salaire pour ça aussi. Enfin, je sais pas comment ça marche, mais... tu sais, surtout que t'as pas des journées pleines. Ouais. T'as genre 3 heures de cours à donner dans ta journée, donc... Ça te bouffe toute la journée pour ça. Ouais, c'est ça. Puis même si t'es rémunéré pour 3 heures, ça compense pas la journée perdue, quoi. Donc, non, c'est clair. Mais ouais, du coup, c'est ça qui leur fait peur. C'est que nous, on ait notre mot à dire dans une espèce de culture de la servitude et qu'ils essayent de nous mettre dans le crâne dès notre plus jeune âge. Parce qu'un patron qui apprend son métier à un ouvrier ou une ouvrière, c'est surtout un exploitant qui apprend son métier à un exploité. Et donc, il lui apprend à travailler sans broncher, sans connaître ses droits, à travailler toujours plus vite, et ça surtout au mépris de toutes les consignes de sécurité les plus basiques. On a des apprentis qui nous ont raconté qu'ils travaillaient à côté de collègues qui perçaient des murs d'amiante sans masque de sécurité, sans rien, à qui on a demandé d'aller percer des murs d'amiante sans leur donner quoi que ce soit. Et d'autres pratiques qu'on se retiendra de mentionner pour protéger ceux qui ont témoigné. Mais en fait, ça, c'est vraiment l'implantation perverse dans l'esprit de celles et ceux qui découvrent le monde du travail, d'une espèce de normalité immuable qui est l'exploitation du prolétaire. Et deuxièmement aussi, il y a des contrôles stricts et non annoncés, ça compliquerait une pratique un peu plus discrète, mais pas moins fréquente. C'est la délégation de la responsabilité de la charge de travail, de la formation des apprentis, à des ouvriers non formés pédagogiquement, parce que pour être formateur, il faut faire une formation d'à peine 5 jours. Et surtout, c'est des ouvriers qui ne sont pas rémunérés pour ce travail de formation. Parce que ceux qui ont eu à s'occuper d'apprentis, ils savent que c'est quand même une charge de travail très conséquente.
Et c'est encore une fois une nouvelle forme d'exploitation et d'économie, mais sur le dos des ouvriers et des ouvrières cette fois-ci. J'ai eu l'occasion de discuter avec une personne qui fait un apprentissage justement aussi, puis qui me disait, c'est sa deuxième formation, puis en fait cette personne se retrouve à prendre la responsabilité en tant qu'apprenti d'autres apprentis parce qu'elle est nettement plus âgée que les autres. Et alors c'est pas tout à fait la même chose parce que c'est pas une responsabilité de formation, mais ça rejoint ce que tu dis quoi. Ce truc de déléguer des responsabilités. Parce que de toute façon, s'il n'y a pas de contrôle et puis que ça responsabilise dans une certaine mesure, ça peut être bien, mais ça pose aussi question de ce point de vue-là, je trouve. C'est un travail pour lequel t'as pas signé en fait. Ouais, puis tu vois vraiment l'espèce de double standard où en fait quand tu dois t'occuper de gamins qui vont aller au lycée, on prend des gens qui ont un bac plus 5 et on leur ajoute 3 ans de HEP pédagogie pour savoir gérer les gosses, et quand c'est apprendre à devenir plombier, on considère que ton patron est le plus vieux des apprentis, c'est ok. C'est parfaitement la formation requise pour gérer un adolescent qui est en train de se construire. Mais justement aussi, l'apprentissage dual, c'est certes un bon moyen d'apprendre son métier, parce qu'on le pratique, mais surtout un bon moyen de faire des économies. Par exemple, à Neuchâtel, le gouvernement il souhaite beaucoup promouvoir cet apprentissage dual, parce que celui à temps plein à l'école, ça coûterait trop cher. Mais la bonne formulation, ce serait peut-être pas assez rentable, parce que y a des études qui le prouvent, l'apprentissage, avoir des apprentis, c'est rentable. Il y a une étude de l'Observatoire suisse de la formation professionnelle, sortie en 2019, sur le coût-bénéfice de l'apprentissage, qui apprend qu'une entreprise formatrice réalise en moyenne un bénéfice net de 10 000 francs sur un apprentissage de 3 ans. Donc ce que l'ouvrier produit rapporte beaucoup plus que ce qui coûte à l'entreprise en fait. Donc il y a quelques différences selon les régions et les secteurs. Là où ça rapporte le plus d'avoir des apprentis, c'est surtout dans le bâtiment, parce qu'en fait les apprentis ils s'acquittent d'une charge de travail qui est normalement donnée à des employés non qualifiés. Mais bon, on peut aller plus loin parce qu'encore une fois, l'apprentissage, c'est juste le reflet du monde du travail. Et c'est clair qu'un patron, il a besoin d'employés formés, mais il n'a pas intérêt à que ses employés ils connaissent leurs droits et surtout qu'ils disent non à l'exploitation. Parce que l'exploitation, c'est quand même là le cœur du problème de tout ce sujet. Parce que pour maximiser leurs profits et surtout écraser leurs concurrents, les capitalistes, ils ont besoin d'exploiter toujours plus les travailleuses et travailleurs. Et ça peut se faire de différentes manières. La plus simple, c'est de baisser le salaire. Mais les travailleuses et travailleurs, ils résistent parfois victorieusement à ces pressions. Pas toujours, mais parfois ils y arrivent. Et les taux de profit sont toujours plus difficiles à maintenir au fur et à mesure que le capitalisme il s'enfonce dans la crise. Ils doivent se baser sur des travail gratuit ou semi-gratuit. C'est le cas, par exemple, dans les prisons en Suisse, où les prisonniers et prisonnières sont obligés de travailler et qui touchent en moyenne 33 francs par jour travaillés. Donc, c'est absolument rien. Et c'est des travaux qui sont souvent faits pour des entreprises privées, donc qui profitent totalement de ce travail semi-gratuit, voire qu'on pourrait dire gratuit. Et l'exploitation des apprentis, c'est exactement le même principe. Au prétexte qu'ils apprennent un métier, on les considère sous-travailleurs, et donc ce serait justifié de les sous-payer, alors qu'ils sont rentables. Mais au final, même si on peut avoir des statuts légaux différents, nous tous et toutes, les travailleurs et travailleuses, on est tous exploités par des bourgeois, et on a tous les mêmes intérêts pour les défendre. On n'a qu'un seul choix, c'est s'organiser dans la lutte pour conquérir notre souveraineté sur le travail et mettre fin à notre exploitation. Bien dit, bravo. C'est super. Oui, entièrement d'accord. Un truc sur lequel je voulais te relancer, moi, c'est... il y a cette question donc toi, tu parlais de la surexploitation dans l'apprentissage, et c'est clair et net que c'est quelque chose qui a lieu, et c'est une des raisons d'être en fait de l'apprentissage. Mm-hmm. Mais un truc que j'avais entendu moi, c'est que en fait il y a plein de filières où tu as des patrons qui vont prendre nettement plus d'apprentis qu'il y a de places de travail, et donc c'est une énorme trahison de la promesse un peu fondamentale de l'apprentissage, qui est de dire bon tu fais cette formation de 3 ans et après tu as un job.
et t'es formé et tu peux l'exercer. Mais en fait, il se trouve que, je sais pas, tu travailles dans les salons de coiffure et t'es dans un secteur où il y a beaucoup plus d'apprentis coiffeurs et coiffeuses qu'il n'y a de places de coiffeurs et coiffeuses. Et du coup, tu te retrouves à travailler 3 ans, payer 600 balles par mois, à passer le balai, et tu sors de l'apprentissage. Et en fait, personne ne va t'embaucher parce qu'il y a trop de formation par rapport à la quantité d'exploitation. C'est une dynamique qui existe, ça. Ouais, exactement. Les chiffres, c'est que 15%, il y a 15% de chômage à la sortie de l'apprentissage. Donc, c'est plus de 3 fois plus élevé que le taux de chômage global. Donc, tu sors de ton apprentissage, tu as 3 fois plus de chances d'être au chômage que quelqu'un qui vient de perdre son travail. Là, on a les faits, en fait, qui contredisent directement l'argument. On dit souvent que, former des travailleurs qualifiés, ça coûte cher. C'est pour ça aussi qu'on ne veut pas forcément leur accorder de meilleurs salaires et tout ça. Mais en fait, là, juste les faits vont à l'encontre, quoi. Exactement. Ouais. Puis franchement, moi, c'est le chiffre qui m'a un peu choqué, là, le truc de plus de 9 à plus de 9 heures par jour. Ça veut dire que c'est pas du tout la moyenne du légal. C'est fou. Le droit du travail s'applique vraiment pas de la même manière, en tout cas, je devrais savoir, parce que j'ai travaillé dans un syndicat, mais je ne sais plus si le droit du travail s'applique aux apprentis, mais je crois juste pas, en fait. Et ça, c'est aussi un truc qui est hallucinant, quoi. C'est que vraiment, toi, t'as pas le choix, en fait, d'avoir un temps partiel en tant qu'apprenti. Tu dois faire ton 100%. Et si tu fais ton 100%, c'est pas toi qui décides si c'est 40, 42, 45 heures. T'as pas forcément une CCT. S'il y a une convention collective de travail, les apprentis sont pas forcément intégrés dedans. Et s'ils le sont, en fait, c'est pas forcément non plus des conditions, des gains énormes, quoi. Moi, ça m'hallucine, ce 45 heures par semaine, je veux dire. Justement, le cadre légal, il existe. Ils ont pas le droit, quand t'es mineur, t'as pas le droit de travailler plus de 9 heures par jour. Mais justement, le problème, c'est qu'il existe, mais tout le monde s'en fout et personne ne le fait appliquer. Mais puis même, 9 heures par jour, ça fait quand même 45 heures par semaine, c'est énorme. Quand t'as 15-16 ans... ouais, puis c'est le maximum pour n'importe quel travailleur... bref. Ouais. Mais c'est une dinguerie parce qu'en fait, le système d'apprentissage, c'est un truc qui est vraiment, vraiment, vraiment valorisé en Suisse. Tout le monde en parle très positivement. Et j'ai l'impression que c'est extrêmement rare d'avoir quelqu'un qui porte dessus le regard que, c'est de l'exploitation, notamment de mineurs. Et c'est marrant parce que en ce moment, le projet de Macron, c'est d'imposer ça en France, c'est d'introduire l'apprentissage en France. Et ça a du mal à prendre, il y a pas mal de backlash. Ça doit être un progrès social, alors. Et c'est rigolo parce que chez nous, c'est présenté presque comme un truc progressiste, l'apprentissage. Macron est jaloux, c'est dire, en fait. Ouais. Il y a du niveau. La Suisse a du talent. Toi, t'es complètement contre, non? Il restait un point, je crois. Oui, c'est vrai, moi j'avais un point. Moi, le système d'apprentissage, je suis pas opposée à ce qu'on apprenne à faire les choses en les faisant, bien au contraire, je trouve ça super. Mais le système d'apprentissage, moi je trouve que c'est un peu une dinguerie, en fait. Moi je trouve qu'on devrait abolir ce système d'apprentissage. Évidemment, je répète, c'est pas le problème d'apprendre une formation, d'apprendre une profession en la pratiquant, c'est pas ça le problème, mais que ce soit ton chef qui décide pour toi, c'est quand même... on en discutait aussi tout à l'heure, mais en fait, c'est quand même... il y a quand même quelque chose d'assez interpellant, quand même. Ouais, t'en penses quoi, toi, qui a eu un apprentissage qui s'est bien passé? Moi, j'ai bien appris mon travail, mais justement, encore une fois, je l'ai commencé plus vieux. Ouais. Je l'ai pas commencé en étant adolescent, donc c'était pas... très gênant pour moi de travailler plus mais comme on en parlait quand t'as 15 ans, il faut. Puis tu soulevais un point intéressant, c'était pouvoir se faire une propre éducation à côté, alors que là t'as pas le temps de lire des bouquins, de te former intellectuellement. Ça fait partie du principe, non? Oui, je crois justement, t'as les écoles de formation pour certains, peut-être pour tous, je sais pas exactement pour les apprentissages, mais en fait les disciplines français, histoire sont réduites au minimum, au strict minimum. C'est misérable. En première année, on avait lu Des souris et des hommes. Donc le bouquin, il est à peu près comme ça, il fait 220 pages, je pense. On a fait un semestre pour le lire. Tu vois. Donc c'est au ralenti, c'est très infantilisant et c'est vraiment pour faire un apparat d'éducation. Mais... Puis
vraiment ce truc en plus de bon là c'est moi je suis en études en sciences sociales et je me concentre sur la question des prisons que tu as mentionné aussi, et en fait il y a vraiment ce truc de discipline par le travail pour revenir au bon quotidien et puis à la bonne pratique du bon prolétaire, et en fait c'est vraiment ça en fait. Non mais c'est vraiment ça. C'est le Foucault. Et alors on peut discuter la légitimité du concept de discipline, ça n'est pas le sujet. Cela dit, le truc de vraiment t'empêcher de justement avoir le temps de faire autre chose en fait de ta vie que travailler, parce que du coup ça devient le cœur de ta vie, et en plus ça sépare vraiment les prolétaires, enfin qui sont déjà des prolétaires en fait, mais travailleurs en devenir qui sont déjà des travailleurs, tu les sépares encore plus de ceux qui vont faire des études supérieures ou juste des études après la fin de leur école obligatoire, parce que comme tu disais, si t'as pas les vacances, si t'as pas le même quotidien, quand t'as fini ta journée de taf, bah peut-être que je sais pas, t'as peut-être pas trop envie d'aller écouter parler justement de Michel Foucault, j'en sais rien quoi, avec des gens qui sont en train de faire des études quoi, enfin, et c'est compréhensible. Enfin, tu veux pas d'une main d'œuvre qui réfléchit en fait, qui est propre, qui est capable de former son propre esprit critique. Ouais. Tu veux de professions intellectuelles supérieures qui font ça, mais pas pas les mêmes conditions matérielles. Enfin, t'empêches les travailleurs de s'informer avec ceux qui font des études supérieures, mais t'empêches aussi l'inverse. T'empêches ceux qui font des études supérieures de communiquer avec ceux qui travaillent et d'avoir une meilleure vision de ce que vivent ceux qui sont déjà prolétaires. D'avoir une conscience dans leur chair de ce que ça veut dire en fait. Oui, c'est ça. Enfin, complètement. C'est vraiment quelque chose de très très suisse, et alors vous allez voir, ça va bien résonner avec la séquence qui suit sur le Parti Socialiste Suisse. Je pense qu'on va clore la chronique parce que l'heure tourne et ça va durer 2 heures cette émission. Merci beaucoup d'être venu, c'était vraiment super. Merci de l'invitation. C'était un banger cette chronique. Peut-être juste un petit ajout, c'est juste vous avez lancé un sondage. Ah oui, et du coup, il y a un lien en description de l'émission où les personnes qui font un apprentissage ou ont fait un apprentissage peuvent partager leur témoignage et puis participer au sondage. J'avoue que je ne suis pas allée checker le sondage, donc je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais je crois que c'est ça. Sondage dont viennent les réponses que tu as citées dans la chronique, non? C'est suite de l'année d'avant. Ouais, c'est la nouvelle édition de quelles dingueries vous sont arrivées pendant votre apprentissage. Voilà. C'est important d'avoir ce genre de témoignages parce que il n'y a pas grand monde qui les collecte, et les jeunes pop Neuchâtel le font. Pardon. Et Jeunes Unia aussi. Et Jeunes Unia, les camarades. Et très bien. Merci. Merci beaucoup.